Vous croyez comprendre la gravité? Montez sur une balance. Regardez le chiffre, c'est votre poids. La Terre vous attire vers le bas. Simple. Laissez tomber quelque chose. Ça tombe, la Lune orbite autour de la Terre. Les planètes tournent autour du Soleil, les objets massifs s'attirent. Newton l'a découvert il y a des siècles. La soi-disant force de gravité semble facile à comprendre. Simple. Même fausse. Pas juste un peu fausse, fondamentalement fausse, sur ce qui se passe réellement, rire étouffé, parce que la gravité n'est pas une force du tout. Et quand on comprend enfin ce qu'est vraiment la gravité, quand on la voit vraiment, l'univers entier commence à paraître différent. Laissez-moi vous montrer. Levez-vous maintenant, sentez votre poids. Que ressentez-vous? Vous dites gravité, la Terre qui vous attire vers le bas. Mais pensez à la sensation réelle. Le sol qui appuie sur vos pieds, qui vous pousse vers le haut, c'est ce que vous sentez. Le sol qui pousse, cette mystérieuse attraction dont tout le monde parle, vous ne la sentez jamais. Pas une seule fois. Vous ne sentez que la poussée. Toujours poussée vers le haut, jamais tirée vers le bas. Alors où est cette attraction? Et voici quelque chose d'encore plus étrange. La Lune tombe vers la Terre en ce moment même. Elle tombe depuis des milliards d'années sans jamais se rapprocher. Elle ne fait que tourner en rond, toujours en chute libre, jamais au sol. Quel genre d'attraction agit ainsi? Une attraction qui s'exerce sans cesse, sans jamais rien attirer. Et selon Newton, cette attraction est instantanée. Déplacer la Terre et la Lune la ressent immédiatement à travers 386 000 km de vide. Comment? Qu'est-ce qui transmet le message? Quel est le mécanisme? Newton lui-même ne pouvait l'expliquer. Il l'appelait action à distance et admettait ne pas en comprendre le fonctionnement. Mais les mathématiques étaient élégantes. Les prédictions étaient parfaites. Alors, on a cessé de poser les questions qui dérangeaient. On n'aurait pas dû. Remontons plusieurs siècles en arrière. Personne ne comprenait comment les planètes se déplaçaient. Capharnaüs disait qu'elles orbitaient autour du Soleil. Soit. Mais comment? Quelle trajectoire suivent-elles? Tycho Brahe a construit un observatoire et a passé des décennies à enregistrer les positions planétaires nuit après nuit, année après année, mesurant les angles avec des instruments en laiton au dixième de degré près. Pourquoi une telle précision? Parce qu'on ne comprend pas la nature par supposition. Il faut observer, mesurer avec précision, noter exactement ce que l'on voit. C'est là que commence la véritable science. Ces données parvinrent à Johannes Kepler. Kepler cherchait à déterminer la forme des orbites planétaires. Il essaya des cercles. Les prédictions étaient proches, mais l'orbite de Mars était erronée de 8 minutes d'arc, soit 860e de degré. La plupart des gens auraient considéré cela comme une simple erreur de mesure. Mais Kepler connaissait la précision de Tycho. Cet homme ne commettait pas d'erreur de 8 minutes d'arc. Kepler abandonna donc sa théorie et recommença à zéro. Après des années de travail, il trouva la solution des ellipses. Les planètes se déplacent sur des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Une correspondance parfaite avec les données. Magnifique. Mais cela soulevait une question plus importante. Pourquoi des ellipses? Pendant ce temps, Galilée menait des expériences simples. Faire rouler des balles sur des rampes. Cela paraît anodin, mais observez ce qui se passe. Faites rouler une balle sur une pente. Elle accélère. Laissez-la rouler sur une surface plane. Elle continue sa course. Elle ne s'arrête pas immédiatement. Imaginez maintenant que l'on puisse éliminer tout frottement. Que se passerait-il? La balle roulerait indéfiniment. À la même vitesse, dans la même direction, indéfiniment. Cela intriguait les scientifiques. Le mouvement requiert forcément une impulsion continue. Les choses finissent forcément par s'immobiliser naturellement. Non, c'est l'inverse. Le mouvement est naturel. Un objet se déplaçant en ligne droite n'a pas besoin d'explication. C'est son état par défaut. Ce qui nécessite une explication, c'est le changement. Ralentir, c'est le frottement. Accélérer, c'est une impulsion. Changer de direction, c'est une force latérale. C'est l'inertie, la première loi du mouvement. Et cela crée une énigme. Les planètes devraient se déplacer en ligne droite. C'est leur état naturel. Mais elles ne le font pas. Elles courbent. Leur trajectoire se courbe continuellement vers le Soleil. Quelque chose doit les dévier à chaque instant. Quoi? Isaac Newton l'a clairement compris. Les planètes tendent à aller en ligne droite. C'est l'inertie. Mais elles courbent. Quelque chose modifie constamment leur mouvement. Il a appelé cela la gravité. L'attraction universelle entre deux masses quelconques. La force dépend de la masse et de la distance. Plus la masse est importante, plus la force est forte. Plus la distance est grande, plus la force est faible. Plus précisément, la force diminue avec le carré de la distance. Avec ce seul principe, tout s'est éclairci. Pourquoi les ellipses? Parce que les planètes tombent vers le Soleil tout en se déplaçant latéralement.
Cette combinaison crée des trajectoires elliptiques. Les lois de Kepler découlent naturellement de la loi de force de Newton, combinée à l'inertie. Pourquoi la Lune orbite-t-elle autour de la Terre? Même principe. Elle tombe vers la Terre, mais se déplace latéralement suffisamment vite pour l'éviter. Elle contourne la Terre au lieu de s'y écraser. Pourquoi une pomme tombe-t-elle? La Terre l'attire. Même force, même loi, échelle différente. Newton a effectué un calcul remarquable. Il a déterminé la distance parcourue par la Lune chaque seconde, l'écart de sa trajectoire par rapport à une ligne droite. Puis il a calculé la quantité d'objets qui tombent à la surface de la Terre. Les chiffres concordaient parfaitement une fois la distance prise en compte. Révolutionnaire! La force qui attire une pomme est la même que celle qui maintient la Lune en orbite. Ciel et terre, même physique. Avec la loi de Newton, tout devenait logique. Les marées océaniques sont dues à l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'eau terrestre. La Terre est ronde, mais renflée à l'équateur à cause de sa rotation. Les comètes reviennent selon des cycles prévisibles car elles suivent des orbites elliptiques. Des observations étranges ont trouvé des explications. La Lune de Jupiter apparaissait parfois en avance, parfois en retard. Il s'est avéré que la lumière met du temps à voyager. Lorsque la Terre est plus éloignée de Jupiter, la lumière met plus de temps à nous parvenir. Cela a permis de mesurer la vitesse de la lumière pour la première fois. Les planètes oscillent légèrement car elles s'attirent mutuellement et pas seulement le Soleil. À partir des oscillations de l'orbite d'Uranus, les astronomes ont prédit l'existence d'une nouvelle planète, Neptune, et l'ont découverte exactement à l'endroit prévu. Pendant 2 siècles, la loi de la gravitation universelle de Newton a été considérée comme l'une des plus grandes réussites de la science. Elle expliquait tout ce que l'on pouvait mesurer. Mais il restait un détail que personne ne pouvait expliquer. Lâchez un marteau et une plume dans le vide. Ils touchent le sol simultanément, exactement au même moment. Le marteau a une masse plus importante. Donc, selon Newton, la gravité l'attire plus fortement, beaucoup plus fortement. Mais le marteau a aussi une plus grande inertie. Il résiste davantage à l'accélération. Beaucoup plus. Ces 2 effets s'annulent parfaitement. Pas approximativement, parfaitement. Tout objet tombe à la même vitesse, quelle que soit sa masse. Pourquoi? La théorie de Newton repose sur 2 propriétés distinctes de la masse. La masse gravitationnelle détermine l'intensité de l'attraction entre les objets. La masse inertielle détermine la résistance à l'accélération. Ces 2 propriétés sont toujours parfaitement proportionnelles pour toutes les substances testées avec une précision incroyable. Mais pourquoi l'attraction exercée par la masse et la résistance à l'accélération sont-elles parfaitement égales? Newton n'avait pas de réponse, seulement cette remarquable coïncidence qui expliquait la parfaite harmonie de ses calculs. Ou était-ce vraiment une coïncidence? Einstein posa une autre question. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si cette parfaite égalité nous révélait quelque chose de fondamental sur la nature même de la gravité? Voici une expérience de pensée. Vous êtes dans une pièce fermée, sans fenêtre. Vous sentez votre poids normal vous plaquer au sol? Êtes-vous sur Terre ou dans une fusée, dans l'espace profond, accélérant vers le haut à 9,8 Mach 2? Pouvez-vous faire la différence? Laissez tomber un objet. Il tombera au sol dans les 2 cas. Lancez une balle horizontalement. Trajectoire courbe dans les 2 cas. Montez sur une balance. Même lecture dans les 2 cas. Aucune expérience ne permet de les distinguer. Voici le principe d'équivalence. Si l'on ne parvient pas à distinguer la gravité de l'accélération, peut-être s'agit-il d'une seule et même chose. Ce que nous appelons l'immobilité dans un champ gravitationnel est peut-être en réalité une forme d'accélération. Voici la révolution d'Einstein. Les objets en chute libre ne subissent aucune force. La pomme qui tombe, la Lune en orbite, les satellites autour de la Terre, les astronautes flottant dans leur capsule spatiale, aucun d'eux ne subit de force. Ils se déplacent naturellement, suivant leur trajectoire naturelle, sans force, sans attraction, rien ne s'exerçant sur eux. Pourtant, la pomme tombe, c'est évident. Mais que se passe-t-il si la pomme n'accélère pas du tout? Et si elle suit la trajectoire la plus rectiligne possible et que c'est l'espace lui-même qui est courbé? C'est là l'intuition profonde d'Einstein. La gravité n'est pas une force entre les objets. La gravité, c'est la courbure de l'espace-temps. Les objets massifs n'attirent pas les autres objets. Ils déforment l'espace qui les entoure. Ils le courbent, le déforment, en modifient la géométrie. La pomme n'est pas attirée vers le sol. La lumière suit le chemin le plus direct possible à travers l'espace-temps courbé. Or, l'espace-temps près de la Terre est courbé. La ligne droite pointe donc vers le centre de la Terre. Lorsque vous êtes debout sur le sol, vous n'êtes pas attiré vers le bas. Vous essayez de suivre votre trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbé, une trajectoire vers le centre de la Terre. Mais le sol vous barre la route. Le sol vous pousse vers le haut
vous empêchant de suivre cette trajectoire naturelle. C'est ce que vous ressentez comme un poids et non la gravité qui vous attire vers le bas. C'est le sol qui vous pousse vers le haut, vous déviant de votre trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbé. Einstein a fait une prédiction concrète. Si la gravité est réellement l'espace-temps courbé, alors la lumière devrait également être affectée. La lumière n'a pas de masse. Selon la théorie de Newton, la gravité ne devrait pas du tout affecter la lumière. Mais si la gravité est la courbure même de l'espace, alors la lumière suivant le chemin le plus direct à travers l'espace courbé devrait être déviée. Lors d'une éclipse solaire, les astronomes ont mesuré la position des étoiles proches du bord du Soleil. Les étoiles semblaient déplacées par rapport à leur position réelle. La lumière des étoiles s'était déviée en passant près du Soleil, exactement comme Einstein l'avait prédit. C'est l'effet de l'antigravitationnel. On l'observe constamment. Les objets massifs courbent la lumière provenant d'objets plus éloignés situés derrière eux, créant des images déformées. C'est la preuve directe que l'espace lui-même se courbe en présence de masse. Les astronautes en orbite semblent en apesanteur, flottant librement. L'apesanteur règne là-haut, n'est-ce pas? Eh bien non. Le champ gravitationnel à l'altitude des satellites, à quelques centaines de kilomètres, est presque aussi intense qu'à la surface de la Terre, environ 90% de son intensité. Alors pourquoi les astronautes flottent-ils? Parce qu'ils tombent. La capsule tombe, tout tombe constamment vers la Terre, mais ils se déplacent aussi latéralement à très grande vitesse, environ 27 000 km/h. Pendant leur chute, la surface incurvée de la Terre s'éloigne sous eux. Ils manquent constamment leur cible. Ils contournent la Terre au lieu de s'y écraser. Tout tombe simultanément à la même vitesse. Il n'y a donc aucune sensation de chute, aucune sensation de poids, aucune notion de haut ou de bas. On a exactement l'impression de flotter dans le vide spatial, loin de toute masse. C'est le principe d'équivalence en action. La chute libre dans un champ gravitationnel procure la même sensation que de flotter librement dans le vide, car il s'agit de la même chose. En chute libre, aucune force n'agit sur vous. Vous suivez la géométrie naturelle de l'espace-temps courbé. Pensez à la surface de la Terre. Elle est courbée. Pourtant, vue de dessus, elle vous paraît plate. Et voici un point remarquable. Pourquoi la Terre est-elle ronde? À cause de la gravité, mais pas comme on l'imagine. Ce n'est pas une force qui attire tout vers le centre, modelant la Terre en une sphère. C'est que l'espace-temps autour de la masse terrestre est courbé uniformément dans toutes les directions. Chaque roche, chaque goutte d'eau cherche à suivre le chemin le plus direct à travers cette géométrie courbe. Et lorsque tout suit ces courbes de manière égale dans toutes les directions, on obtient une sphère. La seule forme où chaque point de la surface est à égale distance du centre. La Terre est ronde parce que c'est ce qui se produit lorsque la matière suit la courbure de l'espace-temps. La forme émerge naturellement de la géométrie. Une fourmi qui marche sur ce qu'elle croit être une ligne droite sur cette surface courbe suit en réalité une courbe. Du point de vue de la fourmi, le mouvement est parfaitement rectiligne. C'est le cas pour tout ce qui se trouve près de la Terre. Sauf que ce n'est pas seulement l'espace qui est courbé, mais aussi l'espace et le temps. L'espace-temps. Les objets massifs créent des courbures dans l'espace-temps. Des creux, des puits, des distorsions. Le Soleil crée un puits profond. La Terre en crée un plus petit. Même vous créez un minuscule puits, trop petit pour être mesuré facilement, mais il est bien là. Les objets qui se déplacent près de ces puits suivent naturellement les courbes, non pas parce qu'ils sont attirés par une force extérieure, mais parce qu'ils suivent les trajectoires les plus droites possibles dans cette géométrie courbe. La Lune orbite autour de la Terre parce qu'elle suit la géométrie naturelle de l'espace-temps courbé autour de la Terre. Cette géométrie transforme la trajectoire la plus droite en un cercle. Une pomme tombe parce qu'elle suit la courbure de l'espace-temps près de la surface de la Terre. Dans cette géométrie courbe, la ligne droite dans le temps pointe vers le centre de la Terre. Quand vous lancez une balle, elle décrit une parabole. Non pas parce que la gravité l'attire vers le bas, mais parce qu'elle se déplace dans un espace-temps courbé. Et la ligne droite dans cet espace courbé vous apparaît comme une courbe. Vous êtes debout en ce moment même, vous sentez votre poids. Selon le modèle newtonien, la gravité vous attire vers le bas et le sol vous repousse vers le haut. Deux forces en équilibre. Selon le modèle einsteinien, une seule force agit sur vous, le sol qui vous repousse vers le haut. Mais s'il n'y a qu'une seule force, vous devriez accélérer. Et c'est le cas. Vous accélérez constamment vers le haut. La trajectoire naturelle à travers l'espace-temps pointe vers le centre de la Terre. C'est la trajectoire de la chute libre. Mais le sol vous barre la route. Il vous repousse vers le haut, vous déviant de cette trajectoire naturelle. Vous êtes comme une personne debout dans une fusée en pleine accélération. Le sol vous repousse,
Vous ne ressentez pas votre poids à cause d'une force d'attraction vers le bas, mais parce que vous êtes accéléré et dévié de votre trajectoire naturelle. La pomme suspendue à un arbre est elle aussi poussée vers le haut par sa branche. Lorsque la branche casse, la poussée cesse. La pomme est soudainement libre. Libre de suivre sa trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbe. Elle tombe, mais la pomme n'accélère pas. La pomme est enfin libre de se déplacer naturellement. Lorsque vous êtes debout sur le sol, vous subissez une accélération verticale constante vers le haut, due à la pression du sol sur vos pieds. Tomber est l'état naturel. Rester immobile requiert une force. C'est la révolution d'Einstein. Une fois que l'on comprend la gravité comme une géométrie, les phénomènes extrêmes prennent sens. Une étoile est essentiellement une immense boule de gaz. Sa masse crée un puits profond dans l'espace-temps. Les trajectoires naturelles dans cet espace courbé convergent vers l'intérieur. Qu'est-ce qui empêche l'effondrement? La pression des réactions nucléaires au cœur de l'étoile qui repousse vers l'extérieur. Un équilibre. Lorsque le combustible nucléaire s'épuise, la pression chute. L'équilibre est rompu. L'étoile s'effondre. Si l'étoile est suffisamment massive, l'effondrement se poursuit jusqu'à ce que la matière soit comprimée à une densité incroyable. Les noyaux atomiques fusionnent. Les électrons sont écrasés. Il en résulte une étoile à neutrons, de la matière nucléaire comprimée à la taille d'une ville. Une cuillère à café de cette matière pèserait 1 milliard de tonnes. Pour des étoiles encore plus massives, même la pression des neutrons ne peut empêcher l'effondrement. L'espace-temps se courbe si fortement que toutes les trajectoires possibles convergent vers l'intérieur. Même la lumière ne peut s'échapper. C'est un trou noir. À proximité d'un trou noir, l'espace-temps est tellement déformé que la lumière elle-même, suivant les trajectoires les plus rectilignes possibles à travers cette géométrie, spirale vers l'intérieur et n'en ressort jamais. Nous ne pouvons pas observer directement les trous noirs, mais nous constatons leurs effets. La matière qui tombe vers un trou noir accélère, s'échauffe et rayonne une énergie colossale avant de disparaître. Tout cela découle d'une seule idée: la masse courbe l'espace-temps. Les objets suivent de ces courbes. De ce principe fondamental découle tout: les orbites planétaires, les marées, la précession du périhélie de Mercure, un phénomène infime que la théorie de Newton ne pouvait expliquer, mais que celle d'Einstein prédit parfaitement, les lentilles gravitationnelles, les trous noirs, les ondes gravitationnelles qui se propagent dans l'espace lors de la collision d'objets massifs. Le même principe qui explique l'orbite de la Lune explique aussi les plus grandes structures que nous observons: les galaxies, les amas de galaxies, l'univers, l'élégance. La structure de ces petits fragments révèle la conception de l'ensemble. Les équations de Newton sont d'une efficacité remarquable pour des applications pratiques. Nous les utilisons pour lancer des satellites, calculer des orbites et prédire les éclipses. Elles sont plus simples que les équations d'Einstein et suffisamment précises pour la plupart des applications. Mais Einstein a révélé la véritable nature de la gravité, non pas une force mystérieuse attirant les objets à travers le vide, mais la courbure même de l'espace-temps. La masse détermine la courbure de l'espace. La courbure de l'espace détermine le mouvement des objets. Lorsque vous montez sur une balance, vous ne mesurez pas une force d'attraction vers le bas. Vous mesurez la force avec laquelle la balance exerce une pression pour vous empêcher de suivre votre trajectoire naturelle dans l'espace-temps courbé. Lorsque vous observez un objet tomber, vous voyez un objet enfin libre de suivre la géométrie que la masse a tissée dans la trame de la réalité. Lorsque vous regardez la Lune, vous voyez un objet suivre la trajectoire la plus rectiligne possible dans l'espace courbé autour de la Terre. Une trajectoire qui ressemble à un cercle car l'espace lui-même est courbé. L'espace rapproche les objets. C'est ce que nous appelons la gravité, non pas une force, mais la géométrie. Et c'est infiniment plus beau que n'importe quel pôle mystérieux.